Voilà, ils sont très contents, ils célèbrent ça comme un triomphe. Je vous ai cherché, je vous ai pas vu l'image, Monsieur Ciotti. Est-ce que vous auriez applaudi à une disposition de ce genre qui nous amènerait à un Frexit? Je trouve que c'est un peu osé de parler de Frexit. Comment faire une économie de dépenses publiques sur une contribution qui n'a cessé d'augmenter, qui est désormais à plus de 22 milliards d'euros, alors que l'Allemagne a obtenu justement une diminution de sa contribution. C'est la différence. Oui. Elle l'a obtenue, elle l'a négociée, ça veut dire ce qui n'est pas le cas de la France. Nous la votons. Donc comment pouvez-vous dire que c'est un Frexit? Non, en tout cas, vous auriez applaudi alors. Mais bien sûr, et nous l'avons voté. Mon groupe l'a voté. Dans les 3 voix de majorité, il y a les groupes. Il y a les voix des députés UDR, parce que oui, nous appelons à des économies de dépenses publiques. Aujourd'hui, notre pays est en situation de quasi-faillite. 3 228 milliards d'euros de dette, un service de la dette de 55 milliards d'euros. Oui, que vous voulez tailler à la tronçonneuse, façon Javier Milei. Absolument, je l'assume, je le revendique. Mais pour rester à la disposition initiale, et comment agir? Je ne vous imaginais pas voter une disposition europhobe de ce genre. Ce n'est absolument. Je m'inscris totalement en faux et on est en contradiction, mais après tout, c'est pas un débat. Ce n'est absolument pas europhobe. Il faut arrêter. Je crois que l'idée européenne, et je suis européen, je suis attaché à l'Europe, je ne suis pas attaché à cette croissance continue d'une Europe technocratique qui se mêle de tout, qui gère de tout et qui dépense de plus en plus. On a un problème d'argent public, eh bien il faut prélever, il faut faire des économies, il faut couper. Vous vous rendez compte si tous les pays de l'Union font comme ça, sans discuter avec les 26 autres, on coupe dans le budget, on dit bon écoutez, nous on ne donnera pas plus. Vous venez de le dire, il y a une époque où il y avait un couple moteur de l'Europe, c'était le couple franco-allemand. C'était De Gaulle, Adenauer, c'était Mitterrand-Kohl, et c'était les moteurs de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons perdu quasiment totalement notre influence en Europe. Vous venez de le rappeler vous-même. On ne risque pas de la récupérer en arrêtant de contribuer. L'Allemagne, on dit on ne paie pas, parce que c'est pas utile. Et nous, on accepterait cette incessante croissance des prélèvements de la contribution européenne. Non, on doit faire des économies. Et la technocratie européenne, et pas l'Europe, ne confondons pas, doit aussi faire des économies. Bon. Et sinon, vous comprenez quelque chose à la ligne budgétaire du Rassemblement national ? Oui, ce qu'a dit Jordan Bardella, que nous avions d'ailleurs porté ensemble, oui, mais qui est président du Rassemblement national, que nous avions porté ensemble, en plein accord d'ailleurs avec Marine Le Pen. Nous étions d'ailleurs allés tous les deux devant le MEDEF, pour exposer ce programme économique. Moi, j'assume un positionnement de liberté économique, de défense des entreprises, des entrepreneurs. Donc vous êtes plus Bardella que Tanguy. Qui créent de la croissance. Ou que Marine Le Pen. Je ne rentrerai pas dans ces débats. Moi, nous avons une ligne. Ma ligne, je l'assume, elle est libérale. Elle est pour la liberté économique. Elle est de dire, nous avons trop de dépenses publiques. Nous avons un État qui est devenu impuissant là où il devrait être mobile, là où il devrait y avoir des services publics efficaces. On a les prélèvements obligatoires les plus lourds au monde, les dépenses publiques les plus lourdes en Europe et des services publics défaillants. À un moment, il faut changer tout ça. Mais la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, c'est Marine Le Pen, qui n'est pas du tout dans cette ligne-là, qui elle veut même abroger la réforme des retraites. J'ai lu, on a un désaccord là-dessus, on s'en est expliqué, et d'ailleurs je dis, je ne voterai pas cette abrogation, c'est très clair, mais j'ai lu le programme que défend, le contre-budget que défend le Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Il est beaucoup plus cohérent que celui du gouvernement. Excusez-moi, moi je me sens plus à l'aise. Vous dites qu'il est socialiste, le projet du gouvernement. J'ai des points de désaccord dans des mesures particulières, notamment sur certains prélèvements supplémentaires. Vous les avez évoqués. Mais sur l'équilibre global, il est beaucoup plus cohérent que celui du gouvernement. Oui, celui du gouvernement, il est socialiste. Parce que quand on propose 60 milliards d'ajustement et que dans ces 60 milliards, en réalité, il y a 30 à 40 milliards d'augmentation d'impôts, quand on est un gouvernement de droite, désindexer les retraites, abroger les exonérations de charges pour les entreprises, baisser les exonérations pour l'apprentissage, c'est-à-dire, ça c'est les entreprises qui vont payer. C'est pas de droite. Michel Barnier est socialiste. Alors que la diminution... Vous étiez dans sa famille politique il y a encore quelques mois. Il porte un budget qui est plus d'essence socialiste que de droite. Quand on taille dans les dépenses publiques, mais c'est à lui de dire où il est, c'est pas à moi. Moi, je sais où je suis. Quand on taille à ce point dans les
dépenses publiques, ce que vous prenez, c'est-à-dire tailler dans les dépenses publiques plutôt qu'augmenter les impôts, c'est changer le modèle social. Comment vous expliquez ça aux électeurs du Rassemblement national et aux vôtres d'ailleurs? Le modèle social, on a le modèle social le plus généreux en Europe. Le plus généreux en Europe. Et il est devenu tellement généreux qu'on a pour le financer les impôts les plus lourds. Donc ça, dans les dépenses sociales qu'il faut couper. Et ces impôts, en tout cas, il faut qu'elles soient plus efficaces. Et je prends un exemple. Alors, vous allez dire, c'est peut-être sur des sujets particuliers, sur l'immigration. Si on ne verse pas les prestations sociales dès le premier jour d'arrivée aux étrangers, sur 2 sujets, allocation familiale et APL. Nous avions défendu cette mesure avec Bruno Retailleau. Il n'y a pas très longtemps, c'était au début de l'année 2024 dans la loi immigration. Le gain en tout cas de ces mesures, c'est 7 milliards d'euros pour le budget de l'État. 7 milliards d'euros, oui. Si on les perce au bout de 5 ans de présence... Ah, 5 ans? Oui. Ah oui, non, c'était 9 mois. Comme pour le RSA. Ah oui, d'accord. Comme pour le RSA, c'est 7 milliards d'euros de gains. Si on lutte contre la fraude sociale qui a été pointée par la Cour des comptes à hauteur de 15 milliards d'euros, on a des économies. Si on tape dans les 473 agences de l'État qui font doublon, qui ont aussi enlevé de la force à certaines administrations, de l'autorité, qui sont réparties de façon inconséquente sur les territoires. Je pense aux ARS. Est-ce que ça fonctionnait pas mieux quand les services de santé de l'État étaient dans les départements sous l'autorité des préfets? Ça s'appelait les DAS. Je parle de l'OFB aujourd'hui qui pollue la vie des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui... Qui inspecte surtout pour éviter les sources de pollution. Ça ne serait pas mieux dans les services de l'État? C'est l'Office français de la biodiversité. On a 5 700 000 fonctionnaires ou agents publics dans notre pays. C'est 1,5 million de plus qu'en Allemagne, alors qu'il y a 15 millions d'habitants de plus en Allemagne. Nous avons un chiffre sur l'agriculture. Il y a une grosse différence en Allemagne, il n'y a pas de fonction publique hospitalière. Les hôpitaux sont sortis de Mais il y a aussi, dans l'hôpital en Allemagne, il y a moins de ce qu'on appelle des agents administrants. Vous savez, sur ces 5 700 000, il y en a 1 200 000 qui sont simplement occupés à des tâches administratives, qui ne sont pas sur le terrain. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des infirmiers, ce ne sont pas des enseignants qui sont devant des élèves, devant des malades ou pour protéger les Français. Eh bien, si on s'attaque ne serait-ce qu'à 10% de ces 1 200 000, on a un gain, sans renouveler tous les départs en retraite, on a un gain substantiel. Ça avait été fait à une époque. Monsieur Macron a inversé la tendance et aujourd'hui, on en paye le prix. On peut plus. Ça a été fait sous Nicolas Sarkozy avec des diminutions, avec des baisses du nombre de policiers, qui ont été pleurés par tout le monde. 120 000 fonctionnaires en moins. Il y a eu des erreurs, une majeure que j'ai toujours dénoncée, et y compris devant Nicolas Sarkozy à l'époque. La suppression de la BAC. C'était sur les policiers. Donc, c'était cette suppression sur les policiers parce qu'il ne faut pas faire des coups de rabot aveugles. Moi, ce que je déplore, y compris dans les choix qui sont faits par Michel Barnier, c'est qu'il y a un coup de rabot. Ce qu'il faut, c'est restructurer l'État. C'est supprimer ce qui ne sert à rien, c'est réformer ce qui n'est pas efficace, et c'est mettre plus de moyens où il en manque, notamment pour la sécurité, la protection des Français. Une autre proposition justement pour soulager les finances de la sécurité sociale et financer les EHPAD, il y a certains députés qui proposent de supprimer un 2e jour férié pour créer une nouvelle journée de solidarité, comme on l'a fait pour le lundi de Pentecôte. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a été interrogé ce matin à ce sujet sur TF1. 2e jour férié supprimé après le lundi de Pentecôte? Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Le gouvernement ne l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent vous êtes favorable le présenter. En tant que ministre du Budget? Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens. Et vous en choisirez un en particulier? Il faut laisser les entreprises choisir? Je crois qu'il faut souvent laisser de la souplesse pour que ça marche. À l'expérience, c'est quand même ça qui fonctionne. Supprimer un 2e jour férié, ça va dans le bon sens? Bon, je pense qu'il y a d'autres priorités. Je les ai évoquées tout à l'heure. On a des pistes sur la diminution de la dépense publique sans qu'on appelle au financement des Français immédiatement. C'est pas un tabou pour moi. C'est pas un tabou pour moi, mais sincèrement, que l'État montre l'exemple, qu'il se réforme, qu'il s'allège là où il est devenu omniprésent dans l'économie au détriment des entreprises,
qu'on privatise certains secteurs de l'économie. Vous savez, des grandes périodes de la droite, sans doute celle qui a été le plus efficace, c'est lorsqu'Édouard Balladur était ministre de l'économie, qu'il avait engagé la libéralisation de l'économie, la privatisation. Bien, la droite devrait revenir à cet esprit originel. Elle a beaucoup dérivé. Aujourd'hui, on voit bien que ceux qui se disent de droite et qui ne m'ont pas suivi dans l'alliance que j'ai bâtie, ils ont été englobés dans le macronisme. Eh bien, il faut de la liberté. Moi, je propose qu'il y ait une cession des parts de l'État. Il y a 173 milliards d'euros de participation de l'État dans des entreprises privées. On peut se délester de quelques participations. Il faut bien les gérer. Il y a une agence des participations de l'État. Il faut peut-être les vendre au bon moment. Il y a des entreprises qui n'ont plus rien à faire dans le giron de l'État. Il y en a d'autres qui doivent être renforcées parce que c'est des entreprises stratégiques. Je pense à EDF qu'on a assassiné avec des règles absurde d'ouverture à la concurrence alors qu'on avait l'électricité, la production d'électricité au meilleur tarif d'Europe et que c'était un avantage extraordinaire pour la France. Donc on a, au cours des dernières années, un peu marché sur la tête. On a accumulé les dépenses improductives et là où il fallait faire des efforts, eh bien, on ne les a pas produits. C'est ça qu'il faut changer. Il faut tout réformer, je crois. Sur l'immigration et sans rentrer dans le détail des mesures qui pourraient figurer dans la loi promise désormais par Bruno Retailleau et Michel Barnier, est-ce qu'on pourrait dire que dans la démarche telle qu'elle a été présentée depuis le début, vous serez moins dans l'opposition que dans une forme d'accompagnement, puisque vous êtes en phase avec, vous semblez en phase avec ce qui est Je serai dans le soutien, naturellement. Il y a une forme de cohérence. Après, j'attends de voir ce qu'il y aura dans le texte. Vous savez, on avait travaillé tous les deux avec Bruno Retailleau. Oui. Lui au Sénat, moi à l'Assemblée. On avait bâti un texte très audacieux. Vous vous rappelez, ça avait fait la une du JDD. Un texte de loi constitutionnelle qui instaurait notamment les quotas, qui prévoyait qu'on ne verse pas les prestations sociales dès le premier jour, qui limitait le regroupement familial. Ça, c'est pas à l'ordre du jour, ça, le test constitutionnel. Moi, je le demande. Pourquoi ? Oui, parce qu'il n'y a aucune chance qu'il soit voté. Pourquoi ? Dans la configuration de l'Assemblée aujourd'hui... Nous ne le voterons. Oui. Le bloc des droites, 143 députés, le votera. Je crois qu'il y a 200 députés LR, enfin ex-LR, on va dire, et puis macronistes. S'ils le votent, si je compte bien, ça fait 343. Ah oui. Plus le Sénat qui est à droite, on a une majorité, donc un peu de courage. Et après, il y avait une proposition de loi simple où on avait beaucoup de dispositions, notamment sur l'allongement des durées de rétention. Tout cela, j'espère que ça sera complet, qu'il y aura tout, l'intégralité de ce que nous avions voté, de ce que nous avions même introduit par amendement dans la loi d'immigration, sur l'immigration portée par Gérald Darmanin. Naturellement que je soutiendrai ce texte. J'espère qu'il soit le plus ambitieux possible. Vous savez, nous soutenons tout ce qui va dans le bon sens. On n'a pas de position démagogique. Et moi, je voterai un texte qui durcira les dispositifs actuels qui sont insuffisants et qui n'arrivent pas à indiquer cette immigration. 550 000 personnes sont rentrées légalement en France l'année dernière et on n'arrive pas à éloigner ceux qui sont en situation irrégulière. Donc il faut régler ces deux sujets. Jordan Bardella a exprimé hier sa profonde indignation après l'annonce de la non-diffusion de publicité pour la sortie de son livre dans les gares. Son éditeur avait réservé un peu plus de 580 panneaux de gare sans préciser de quel auteur il s'agissait, sachant très bien qu'une fois l'auteur et l'objet du livre connu, la publicité serait interdite par la régie publicitaire de la SNCF et la RATP, qui applique à Jordan Bardella, vous en êtes comme sûr à tous les autres auteurs. Oui. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres ? Vous savez, M. Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella, Fayard. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de M. Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances, vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire ? Je ne crois pas. Là, c'est la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP. Oui, tout ça, c'est une vaste blague. En fait, c'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. C'est quoi la prochaine étape ? L'autodafé ?
On va brûler les livres. Non, mais Monsieur Ciotti, pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. Ah ben, ils l'ont pas demandé parce que c'est interdit dans les conditions générales de vente de médias transport. Là, Jordan Bardella s'assurait un scandale. Que ça, c'est un argument pour pas assumer un choix politique que je conteste, que je condamne et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée. On l'a subi à l'Assemblée nationale, y compris dans ses outrances. On l'a subi dans la rue. Vous parlez d'une grande entreprise, par ses violences. Oui, je crois que vous défendiez une grande entreprise. Une grande entreprise qui est malheureusement en très mauvaise situation depuis des années. On parle de Publicis. C'est la Régis et Publicis. Oui, enfin, c'est les syndicats de la CNCF qui sont en négociation salariale. Avec Publicis ? Non, avec la direction de la SNCF en ce moment. Et c'est eux qui imposent leur diktat. Et les autres, par l'acheter, je crois que vous êtes assez loin de la réalité. Non, je crois la réalité, c'est une règle qui est appliquée à Jordan Bardella. J'ai eu tous les acteurs de cette histoire hier et je vous assure que vous êtes loin de la réalité. Je crois que c'est vous qui êtes à côté de la réalité. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. C'est un des multiples exemples de cette radicalisation. On l'a subi à l'Assemblée nationale. Hein. On l'a subi. Les Français, d'ailleurs, la regardent avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de violence. Ce n'est pas une règle qui a été inventée pour Jordan Bardella, Monsieur Ciotti. Ça vous en convenez ? Je le crois. Je crois que c'est une décision ad nominem. Mais non, elle était... Ad nominem. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Voilà. Les faits le prouvent. Article 8 des conditions générales de vente des contrats de médias transport. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire, je vous prouve que c'est une règle. Il y a eu cette pression de ces syndicats d'extrême gauche qui font beaucoup de mal à notre pays. Je dirais que si c'était que sur ce sujet, ça serait anecdotique, bien que ça touche aux libertés fondamentales quand même. Voilà. Moi, je crois que interdire la publicité d'un livre parce qu'on ne partage pas les convictions de son auteur n'est pas interdite. Moi, je ne comprends pas pour un homme comme vous qui est attaché aux libertés, j'allais dire un homme de gauche, mais je ne sais pas ce que vous pensez, allez, quoique. Mais quand même, défendre cette interdiction... Quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, Monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre ? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas ? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français ? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait ? Il y a des marges d'interprétation. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé ? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Et si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Pédalerait, je ne sais pas comment. Bon, on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. Écoutez, c'est ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule. Non, là, pour le coup, c'est une règle qui préexistait avant Jordan Bardella. Ne relançons pas ce débat. C'est une règle qui a été appliquée, qui préexistait, qui a été appliquée à Jordan Bardella. Une règle illégale n'est pas une règle.